dossier envisagé par le Premier ministre Ousmane Sonko à travers le ministère des Finances et du Budget. Nous discuterons notamment des conséquences économiques et sociales de la mesure. À la mise en onde de ce journal, Abdoulaye Diop. Souleymane Niang. 28 cas de gastro-entérite à l'institution Sainte-Jeanne d'Arc. C'était au mois de décembre. Plus de peur que de mal. Un repas de la cantine qui était suspecté. Finalement, les analyses ont révélé une infection des mains sales. Le proviseur rassure. Salimata Aour. 5 des 78 classes de l'Institut étaient concernées. Une gastro-entérite qui avait sonné l'alerte car 28 enfants ont souffert. Olivier Georges est le proviseur de l'Institut Sainte-Jeanne d'Arc de Dakar. Tout à fait. Donc, début décembre, nous avons eu une alerte avec 28 élèves qui ont présenté des symptômes de gastro-entérite sévères. Nous avons eu un retour des parents sur les analyses qu'ils ont fait dans les différentes cliniques de la place et qui nous a conduit donc réglementairement à déclarer cette situation donc à la fois au district sanitaire de Dakar et donc au service d'hygiène. Un repas servi à la cantine était suspecté. D'après le proviseur, il n'en était rien. C'est ça, on avait une suspicion sur le repas de l'école qui avait été servi. Donc on a fait des analyses auprès de l'Institut Pasteur et donc ces analyses sont revenues négatives. Donc on suspecte une contamination manuportée par tel ou tel élève qui aurait pu contaminer ses camarades. Mais c'est en tout cas la conclusion que nous tirons. Des élèves très mal en point étaient hospitalisés. Des messages internes envoyés. La situation a été finalement bien gérée, rassure le proviseur. Au service d'hygiène. Je tiens particulièrement ensuite à les remercier puisque dès qu'ils ont été informés de la situation, ils nous ont accompagnés dans les mesures à prendre pour éradiquer cette éventuelle épidémie. Comme nous suspections éventuellement une contamination manuportée, nous avons mis en place un lavage des mains systématique de tous les élèves. Les parents d'ailleurs ont été informés de la procédure. Donc à l'entrée à l'école pendant la période douteuse. L'incident est survenu au début du mois de décembre. Certains ont même raté les évaluations. Plus de peur que de mal, le contrôle est devenu beaucoup plus strict au sein de l'établissement. En tout cas, le service d'hygiène de Dakar lance une campagne de renforcement du contrôle dans les structures scolaires. L'activité sera lancée ce jeudi 16 janvier dans la sous-brigade de Pikine et Guédiawaye. Écoutons à ce sujet le responsable du service d'hygiène de Dakar, le capitaine Idriss Ndiaye, avec Salimata Aou. À ce moment, le service d'hygiène fait une évaluation globalement donc, de la situation dans certains secteurs. Le secteur de l'éducation aussi, c'est un secteur extrêmement important, donc caractérisé souvent par la fréquentation des enfants de la moitié de leur temps. Donc ils auront besoin d'études, ils auront besoin de restauration. Maintenant, le cadre dans lequel évoluent ces élèves, normalement, doit être exempt de toute source de contamination, pouvant découler sur la présence de souvent ce qu'on appelle des toxi-infections. Donc c'est fort de ce constat que 3 mois après la rentrée scolaire, donc la brigade régionale de l'hygiène de Dakar a initié cette stratégie qui consiste vraiment à sillonner toutes les écoles de la région de Dakar. Donc pour d'abord voir les conditions d'hygiène au niveau des cours et des blocs sanitaires, voir également la situation de la vente des denrées alimentaires, donc aux alentours même ou bien même à l'intérieur de ces établissements. Maintenant également voir est-ce qu'il y a suffisamment de dispositifs de lavage des mains à l'eau et au savon. Nous avons instruit toutes les brigades de la région de Dakar, donc de manière séquentielle et surtout régulière, de faire des descentes au niveau de ces écoles. Donc, mais également de faire une bonne sensibilisation. Certains cas d'intoxication peuvent être relatés ici, ça et là, mais il y a automatiquement une rupture dans les conditions élémentaires d'hygiène. Souvent, on n'est pas à l'abri de ces genres d'infections. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici.
Dans une lettre de la primature adressée au ministre des Finances et du Budget, le Premier ministre Ousmane Sonko demande l'annulation des lotissements dans des zones objets de litiges fonciers. Ces zones se trouvent entre Dakar, sa banlieue, et la région de Thiès. Synthèse de cette lettre avec Boubacar Dian. Dans sa lettre, le Premier ministre demande au service de Cheikh Diba de veiller à l'application dans toute sa rigueur des mesures de correction arrêtées concernant notamment les attributions multiples, celles faites sur de grandes surfaces. S'agissant de la capitale du rail, Ousmane Sonko demande au ministre des Finances et du Budget de procéder à l'annulation des attributions du PUD de la nouvelle ville de Thiès et la poursuite des études d'impact environnemental concernant la région de Dakar. Les lotissements de EOGN Extension vont être annulés parce que se trouvant sur une zone militaire. Par contre, il est recommandé l'étude de la possibilité de relocalisation du projet pour le stade municipal de Ouakam sur une partie des 10 lotissements. Les annulations concernent également la zone entre l'océan et la VDN du plan d'urbanisme détaillé de Guédiawaye et Yeumbeul Malika Tivaouane Peulh. Toujours est-il qu'après cette annulation, un réaménagement a été recommandé sur les PUD de Yeumbeul Malika Tivaouane Peulh qui sont en proie à des litiges fonciers. Toujours selon la lettre qui émane de la primature, des réaménagements doivent être faits en tenant compte des demandes justifiées des collectifs avant toute main levée. Pour ce qui est des rapports relatifs au lotissement non encore parvenus, dans sa lettre, le Premier ministre Ousmane Sonko demande au ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, de prendre toutes les dispositions pour leur finalisation plus tard, le 31 janvier 2025. Voyons maintenant les conséquences juridiques de la mesure. Mohamed Ali Mouba, vous nous dites que ce sont certains ayants droit seulement qui pourraient demander réparation. La Matiam commence par spécifier les différents titres de propriété des ayants droit. Pour ceux qui détiennent des titres précaires comme les délibérations, c'est mort. Mais les détenteurs de titres fonciers de bail, eux, ont des droits qu'ils peuvent faire prévaloir devant les tribunaux. Comme on le dit dans les dispositions du Code des obligations civiles et commerciales, la disposition qui dit que le titre foncier est inattaquable parce qu'il confère à son titulaire un droit définitif. Pourquoi on ne peut pas attaquer un titre foncier. Maintenant, les titres qui peuvent être, que l'État peut remettre en cause, vous le savez très bien, sont les délibérations qui sont des titres précaires et les baux sur lesquels l'État a un droit parce que, comme on le dit, c'est un bail. C'est l'État qui a conféré un bail sur le site. Donc, à tout moment, l'État peut le reprendre, mais en respectant peut-être les conditions de rupture du contrat de bail. Dans la procédure d'affectation de ces terrains, les notaires sont intervenus, de l'argent a été déboursé. Qu'est-ce qui va se passer alors? Vont-ils être remboursés? Et la Matiam. Si le notaire a commis tous les actes nécessaires à la régularisation, là, on ne peut pas lui imputer ses responsabilités. Peut-être que c'est l'État qui est responsable au premier plan, au dernier mois, parce que c'est l'État qui a voulu ou manifesté son intention de reprendre ces terrains-là qui sont des délibérations et les baux qu'il avait donnés, qu'il avait concédés à certaines particuliers entreprises. Mais dans ce cas de figure aussi, les personnes, si les conditions de rupture des contrats de baux ou les conditions de reprise de ces délibérations de ces terrains-là déjà affectés à des particuliers, mais l'État peut donner des dommages et intérêts à ces derniers. Si les personnes aussi peuvent attaquer les décisions, c'est-à-dire l'arrêté qui les a retiré ces titres de propriété, les personnes qui sont affectées peuvent attaquer les arrêtés devant la Cour suprême, voilà, pour demander, ou le juge de la réparation pour demander des réparations, des dommages et intérêts. Voilà, c'est ça. Il faut dire que nécessairement, il y aura beaucoup de contentieux dans cette affaire-là, de contentieux judiciaires, parce que les gens ne vont pas se laisser faire. Ces annulations frappent des lotissements à Dakar et à Thiès. À Dakar, c'est EOGN Extension qui sont concernés, ainsi qu'une partie entre l'océan et la VDN au niveau des PUD de Guédiawaye et Yeumbeul Malika Tivaouane Peulh en dehors de Dakar. C'est la nouvelle ville de Thiès qui est concernée. Nous parlerons des conséquences économiques et sociales de cette mesure dans notre rubrique Point de vue à la fin de cette édition. Arrêtons-nous maintenant sur ce litige, la vente et l'occupation illégale de terrains appartenant à autrui qui constitue toujours un problème à Djahaï. Les 200 familles impactées, acquéreurs de la SNHLM, crient leur détresse. Elles accusent la nouvelle équipe de la SNHLM de négligence. Les détails avec Aminata Ba.
Michel court derrière son terrain depuis 4 ans à l'unité 9 des Parcelles Assainies de Djaraï, occupée par d'autres individus. Pourtant, il dit avoir acquis légalement sa parcelle auprès de la SNHLM. Il fait partie de l'association Arasamo de Kouaï, Parcelles Assainies Kermessar Rufisque 1. Des terrains acquis légalement. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le soi-disant Demba Anta est là devant être propriétaire d'un titre foncier appelé le 1451. Des soi-disant bandits fonciers, si je ne me trompe pas, de l'unité 1 à 27, ils viennent, soit ils mettent un mur devant ton terrain, soit ils y construisent et se disant propriétaires. Et je fais appel à l'État. Les 200 familles impactées par ce litige foncier à Djaraï dénoncent le mutisme de la nouvelle équipe de la SNHLM sur leur situation. Mamadou Ndiaye est leur coordinateur. Déplorer l'inefficacité de l'État, mais aussi de la SNHLM, relativement à la gestion de cette nébuleuse de 1451R. Le problème est qu'en 2025, les bandits fonciers sont toujours là. Mais tout ça là, c'est de la responsabilité de la SNHLM. Le minimum pour une nouvelle équipe, c'est de faire l'état des lieux. 200 terrains qui restent toujours occupés. Des mesures urgentes venant des autorités pour mettre un terme à ce conflit foncier qui perdure à Djaraï. C'est ce que réclame l'association Arasamo de Kouaï des Parcelles Assainies, Kermessar Rufisque 1. Aminata Ba Kermessar, Radio Futurs Médias. 12h12, le bureau de l'Assemblée nationale convoqué cet après-midi pour information par le président de l'Assemblée nationale. Une réunion qui sera suivie 1 heure plus tard par la conférence des présidents sur une affaire en instance. Justement, dans l'affaire donc de l'information judiciaire ouverte par le parquet financier sur des allégations de malversation, de détournement de deniers publics et de blanchiment d'argent. Le nom de Farba Ngom a été maintes fois cité, même si ce n'est pas dans le communiqué officiel du parquet. Les apéristes de Matam préparent une manifestation de soutien total à Farba Ngom dont la levée de l'immunité parlementaire est au centre de l'actualité. Parmi les réactions, il y a celle des chefs religieux qui appellent la nouvelle autorité à éviter toute politisation des affaires judiciaires. Ali Bandelnian. Le sujet est au centre de toutes les actualités dans la région de Matam. De Agnam à Orefondé jusqu'à Ourossogui, les interprétations sont presque identiques. Dans la ville des Agnam, où Farba Ngom en est le maire, les populations ne se disent pas surprises, d'autant plus que lors de son passage pendant la campagne électorale des législatives anticipées, le Premier ministre avait annoncé la couleur. Suffisant pour que les partisans du député Farba Ngom pensent bien à un règlement de compte politique suite à la déferlante victoire de Takoualou face à Pastef. D'où cette alerte de Tcherno Amadou Yaya Wele, le calife de Ogo, qui appelle au respect des lois et règlements en vigueur, non sans manifester leur soutien aux députés maires des Agnam. C'est avec une très grande désolation que nous apprenons ces nouvelles concernant ce responsable digne fils de la région de Matam. Farba Ngom est connu pour toute cette générosité, tous les chefs religieux de la région. Ce que nous ne voudrons pas, c'est que cette affaire soit politisée. S'il y a des choses qu'on lui reproche, on n'a qu'à respecter toutes les procédures judiciaires normales et ne pas politiser le sujet. C'est vraiment regrettable de voir un homme qui nous a tellement soutenus se retrouver dans cette situation. Du côté de l'APR, où Farba Ngom en est le responsable au niveau départemental, on apprend des concertations des dignitaires en cours. Plus que jamais engagés autour du griot de l'ancien président Macky Sall, les apéristes de Matam préparent des rassemblements populaires, une manière de manifester leur soutien total à Farba Ngom, dont la levée de l'immunité parlementaire est au centre de l'actualité. Matam, Ali Bandelnian, RFM. RFM, la radio de toute l'actualité. Ce mardi 14 janvier marque le démarrage de l'introduction de l'anglais au préscolaire et à l'élémentaire, au niveau de l'IEF, dans 59 IEF, au niveau de l'IEF de Dakar Plateau, l'école maternelle de la Gueule-Tapée abrite le démarrage officiel des apprentissages de cette nouvelle discipline. Il n'y a pas de boycott dans cette IEF. Les enfants très enthousiastes avec cette première séance. Good morning, la leçon du jour. Reportage Kouma Sandiane Faye. Good morning. Good morning. Good morning. Good
Nous sommes à l'école maternelle de Goultapé, choisie par l'IEF de Dakar Plateau pour marquer le démarrage des apprentissages en anglais. Ici, les choses démarrent bien, nous dit l'IEF Fatoumata Diallo-Diané. Après cette levée des couleurs, nous avons passé aussi la parole à la communauté parce qu'il faudrait que la communauté porte ce projet éducatif qui est cette nouvelle réforme. Nous en sommes là avec la prestation de la directrice. La directrice de cette maternelle, Absendia et Madame Sall, se réjouit du choix porté sur son établissement. Très contente d'être choisie. Petit à petit, on va y arriver. Quand ça va se passer à votre niveau, et cela nécessite un changement d'emploi du temps, entre autres. Oui, on va réaménager un peu l'emploi du temps et introduire, par exemple, 25 minutes le mardi et 25 minutes le jeudi. Avec ses premiers cours d'anglais, les enfants de la moyenne section s'y mettent à fond, très enthousiastes d'apprendre ces premières notions. Tata. Good morning, Tata. Good morning, Tata. Good morning. C'est la première fois? C'est la première fois, oui. Mais ça va venir, je pense que ça va venir. Et le point focal de l'inspection d'académie de Dakar pour l'enseignement de l'anglais, il est venu superviser la première séance. On a vu vraiment une implication des élèves. La maîtresse également a fait de son effort pour traduire en action les recommandations de l'État. Moi, je suis là pour veiller vraiment à la mise en œuvre du point de vue de la pratique didactique. L'IA de Dakar, Cher Faye, le délégué de quartier Goultapé, les notables et parents d'élèves sont tous venus assister à cette réforme dite majeure relative à l'introduction de l'anglais dès l'élémentaire et le préscolaire. Dans cette école maternelle, il n'y a pas de boycott. Pas de problème donc dans cet établissement, mais sur les 649 enseignants maîtres d'anglais retenus pour les apprentissages, près de la moitié a boycotté le démarrage sur l'étendue du territoire national pour non-satisfaction de certaines doléances comme l'indemnité mensuelle, l'allègement des cours de français et autres. Sauf qu'au niveau de l'inspection de l'éducation et de la formation de Dakar Plateau, tous les enseignants de l'IEF ont répondu présents à l'appel. Le démarrage est donc effectif. Fatoumata Diallo-Diané, IEF de Dakar Plateau avec Koumassanyan Faye. Au niveau de Dakar Plateau, au début, ils étaient un peu réticents, mais tu sais, il faut dialoguer, il faut les mettre devant les responsabilités. Donc c'est une instruction du niveau central et à exécuter, parce qu'avant tout, ce sont nos agents, ce sont des agents de l'État. Si l'État a une forte recommandation à travers le ministère de l'Éducation nationale pour appliquer une réforme, nous ne faisons que suivre. Et je pense qu'ils ont compris. Et ceux qui revendiquent, ok, d'accord, on va voir, ça c'est normal. Et en plus, surtout que le ministère va mettre à leur disposition tout le matériel dont ils avaient demandé. Donc je pense que... À ce jour de démarrage, maintenant ils ont accepté. Voilà, à ce jour de démarrage, ils ont accepté et la preuve est là. La preuve est là. Si vous allez aussi dans les écoles élémentaires, je parlais des réticents. Il y aurait aussi de la matière. Ils y sont. Et j'espère qu'ils ne vont pas décevoir la nation sénégalaise. Nous reviendrons sur le démarrage de l'apprentissage de l'anglais dans le préscolaire et l'élémentaire, notamment avec nos correspondants dans les régions. Il n'y a pas de monopole de sucre à casser en mettant en place de nouvelles usines de production de sucre. C'est la position de la compagnie sucrière du Sénégal. Elle réagit suite à l'annonce du ministre du Commerce qui soutient que le projet avance bien. Néanmoins, la CSS accueille très bien la nouvelle et se dit disposée à accompagner ces deux nouvelles usines qui seront implantées dans le sud du pays. Écoutons à ce propos Louis Lamotte, conseiller à la CSS, groupe Mimran. Il s'est entretenu avec Nafissatou Silla. Le monopole dont on parle n'a jamais existé. Aussi, ça a existé en matière de production. C'est un monopole de fait. L'investisseur a accepté de mettre des milliards pour mettre en place une usine de sucre avec des champs de canne à sucre, donc une remontée de filière, comme on dit. Et cet investissement est si lourd que c'est difficile de le répéter. Donc, s'il n'y a pas eu d'autres usines de sucre, c'est pas du fait de la CSS ou d'avantages qui lui étaient conférés. C'est tout simplement parce qu'il n'y a pas eu des investisseurs qui acceptent d'investir autant de milliards dans cette filière-là. On ne passe rien en mettant en place d'autres usines de sucre. Au contraire, on renforce une filière. Et justement, la CSS accueille avec joie la perspective de deux autres usines installées au sud du Sénégal qui pourront joindre leur production aux nôtres pour satisfaire les besoins des Sénégalais en sucre. Est-ce que la CSS aussi n'envisage pas de s'installer aussi dans cette zone pour peut-être une autre filiale? Non.
Non, nous restons au nord où nous continuons à produire et où nous continuons d'ailleurs à augmenter notre production de sorte à couvrir les besoins du pays et voire même à exporter. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la sous-région, il n'y a pratiquement pas d'usine de sucre en dehors de la Côte d'Ivoire, un peu au Mali. Tout surplus de production pourrait être tout à fait exporté et permettre au Sénégal aussi de gagner en devises. C'est une belle perspective que nous saluons et que nous appuyons. Nous sommes à la disposition de ces nouveaux investisseurs pour partager avec eux 50 ans d'expérience dans ce domaine-là. Et nous réjouissons déjà de ce que leurs actions pourront développer cette partie du Sud. Et comme la CSS créeront suffisamment de valeur ajoutée, suffisamment d'emplois. L'actualité internationale. Georges Diop, bonjour. Bonjour Souleymane. L'actualité internationale, en commençant par le Nigeria où plusieurs dizaines d'agriculteurs ont été tués par Boko Haram. Au moins 40 morts dans une attaque dans l'état de Borno, dans le nord-est du pays. L'attaque s'est produite dimanche, mais c'est hier que le gouverneur l'a dévoilé. Les agriculteurs venaient de la région de Gwoza à la frontière avec le Cameroun pour cultiver des haricots et des oignons sur les rives du lac connu pour ces terres fertiles. Les autorités ont ordonné l'ouverture d'une enquête. Le gouverneur lui a appelé les populations à rester dans les zones dites de sécurité, celles qui auraient été débarrassées des extrémistes après des opérations de l'armée. Burkina Faso, l'ancien ministre Bassolma Bazié à la tête de la commission nationale de l'AES. Il a été installé ce matin lors d'une cérémonie présidée par le directeur de cabinet du président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Dans son discours, Bassolma Bazié a réitéré son engagement à servir les trois pays avec patriotisme et détermination, tout en saluant le leadership des chefs de l'Alliance des États du Sahel, le général Assimi Goïta, le général Abdourahmane Tiani et le capitaine Ibrahim Traoré. Nommé par décret présidentiel le 9 décembre 2024, Bassolma Bazié a été invité par le directeur de cabinet à développer et évaluer des initiatives pour atteindre les objectifs stratégiques de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel. Avant cette nomination, il était ministre de la fonction publique et du travail et de la protection sociale dans le gouvernement dissous de Dr Apollinaire Joachimson Kellem de Tambela. La mission principale de la commission est d'appuyer le président burkinabé dans la structuration de la Confédération avec pour objectif de renforcer l'indépendance et le développement des trois États sahéliens. Créée en novembre 2024, la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel, rattachée à la présidence du Faso, pilote les activités de la Confédération regroupant le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Une rencontre ministérielle de l'AES se tient à Bamako depuis hier et va se terminer le 17 janvier. Elle est organisée par le ministère malien de l'économie et des finances. Entre autres sujets à aborder, la création d'une banque d'investissement régionale, l'amélioration des réseaux de transport et de sécurité, la création d'un espace de libre circulation des biens et des personnes, la création d'une centrale d'achat commune pour approvisionner l'AES en produits stratégiques. Émigration irrégulière en Europe. Les chiffres ont baissé en 2024. Les entrées sont tombées au plus bas depuis 2021 dans l'espace de l'Union européenne. Une déclaration de l'Agence européenne de surveillance des frontières dans un communiqué. Selon le Frontex, les nouvelles données préliminaires révèlent une baisse significative de 38% des franchissements irréguliers des frontières de l'Union européenne en 2024, atteignant le niveau le plus bas depuis 2021 lorsque la migration était encore touchée par la pandémie de Covid-19. En France, pour terminer, le Premier ministre François Bayrou va prononcer cet après-midi sa déclaration de politique générale devant les députés, une DPG à un mois après donc sa nomination. François Bayrou espère éviter la censure qui avait frappé son prédécesseur Michel Barnier. Merci Georges Diop, 12h25. RFM Sport. L'actualité des sports avec vous, Malal Junior Diagne. Bonjour. Bonjour, Souleymane. Lutte avec frappe Zarco dans le cercle des VIP. Le lutteur de Grand Yoff a fini de prouver sa valeur. Il a fini de prouver sa valeur et de signer son entrée dans ce cercle très restreint des VIP en battant dimanche dernier Gris Bordeaux avec la manière. Il enchaîne donc avec un 5e succès dans l'arène. Quelles sont donc les perspectives qui s'offrent à lui?
Réponse avec Ibakan, journaliste spécialiste de la lutte sénégalaise. Zarko, il ne badine pas avec ses combats. Zarko, il ne badine pas lors de ses entraînements. La preuve, il l'a montré face à Gris Bordeaux en infligeant à Gris Bordeaux sa 12e défaite. Et Zarko, par la même occasion, de remporter sa 6e victoire d'affilée. Je pense que Zarko maintenant a fait le vide autour de lui. Et il a le choix, il a l'embarras du choix. Maintenant, c'est à Zarko de choisir. Si je pense qu'un combat, un adversaire comme Eumeu Sène, c'est un adversaire potentiel. Moi, je valide le combat Eumeu Sène-Zarko. C'est un combat normal, c'est un combat logique. Eumeu Sène, il vient d'une victoire face à Sa Thiès, face à Sa Thiès. Zarko qui a battu Gris Bordeaux qui a affronté dans le passé Eumeu Sène. Donc moi, je dis que d'un combat Zarko-Eumeu Sène est le combat le plus logique parce qu'ils ont la même morphologie. Et donc je pense que ce serait un combat vraiment indécis, un combat explosif entre Eumeu Sène et Zarko si ça venait à se concrétiser, puisque Eumeu Sène n'a pas encore de combat et Zarko aussi ne cesse de le viser. Et maintenant, en battant Gris Bordeaux, je pense qu'un combat Eumeu Sène-Zarko peut voir le jour. À défaut de Eumeu Sène, il peut hériter de Sa Thiès qui l'avait battu dans le passé. Donc ce sera une très belle revanche. Tout autre chose, le président de la fédération de tir veut développer la discipline à Kaolack. Il y était dans le Saloum pour rencontrer les acteurs et ceux qui sont intéressés par le tir sportif afin d'échanger avec ces derniers. Résultat de ces échanges, le président de la fédération invite les autorités locales à aider les amoureux du tir sportif à avoir un local dédié et spécifique afin de pouvoir pratiquer ce sport. Mamadouba a échangé à la fin de sa visite avec Fatoumbo. La détection que nous voulons faire, c'est-à-dire pousser les plus petits à pratiquer le sport. Si vous voyez un peu les populations qui ont répondu, ça prouve qu'aujourd'hui, au niveau de Kaolack, il y a des possibilités énormes pour le développement du tir dans cette région. J'en appelle aux autorités de la mairie, aux autorités du département, afin qu'ils puissent aider le club Yaye Onda à avoir des stands de tir. Un stand de tir fermé pour le 10 mètres air comprimé, qui est une discipline qui est aujourd'hui parmi les disciplines retenues pour les Jeux Olympiques de la jeunesse. Il y a également le fusil parce que Kaolack est une région où il y a la chasse. Et donc, il faudrait qu'on puisse les initier au tir de fusil également. Alors, il y a aussi qu'au niveau de Kaolack, nous avons une pépinière. Et cette pépinière-là, c'est la pépinière des jeunes. Et j'encourage le président Youssou Ndiaye encore une fois que je félicite grandement pour l'organisation. Pour l'organisation, on termine avec le football en Europe, en Angleterre, 21e journée ce soir. Fulham contre West Ham, Brentford contre City, Bournemouth joue contre Chelsea de Nicolas Jackson. L'équipe de Nottingham Forest reçoit Liverpool leader en Italie. L'Atalanta de Bergame va jouer contre la Juve alors qu'en France on joue les 16e de finale de la Coupe de France. Marseille reçoit Lille. L'AS Monaco de Crépin Diatta et de Lamine Camara joue contre l'équipe de Reims alors que Le Mans jouera contre Valenciennes. Nice va se déplacer sur la pelouse de Bastia Suleiman. Merci Mal Junior Diagne. La revue de presse avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Vers une levée imminente de l'immunité parlementaire de Farbangom, ce n'est plus qu'une question de temps, soupire Vox Populi, car c'est le branle-bas à l'Assemblée nationale depuis que le parquet financier a sorti son communiqué pour informer de l'ouverture d'une information judiciaire sur des soupçons de blanchiment de capitaux portant sur une somme de 125 milliards de francs CFA. Hier, si la plupart des confrères marquaient le pas, hésitaient encore à nommer des individus présumés visés dans la procédure. Ce matin, ce n'est pas le cas. Tout cite nommément le nom de Farbangom. Oui, c'était donc lui, le vrai faux communiqué. Une balle de sonde et le public s'interroge ce matin au sujet de l'autre communiqué, tout aussi laconique de l'Assemblée nationale convoquant ses membres avec la mention examen d'une affaire en instance. Que veulent ces gens? Eh bien, le journal note, en fait, ils veulent amener Farbangom tout simplement à
l'abattoir, Farba était devenu l'ennemi à abattre pour le nouveau régime depuis qu'Ousmane Sonko l'a désigné comme tel aux dernières législatives. En tout cas, Libération revient ce matin avec plus de force pour en dire davantage sur le rapport de la CENTIF. Le journal constate que 8 déclarations suspectes ont été reçues des banques et c'est ça qui est au cœur de l'enquête des virements effectués par Sofico en faveur du gouvernement de Macky Sall, sa SCI et son frère, des paiements du Trésor aussi. L'observateur qui plonge au cœur de la procédure visant le député de Agnam informe que le ministre de la Justice a déjà envoyé depuis le vendredi dernier sa lettre de saisine au président de l'Assemblée nationale. 2 réunions sont prévues d'ailleurs cet après-midi pour livrer Farba Ngom à la justice d'Ardar. Le journal Les Échos note que le bureau est convoqué à 16h. Pour information, la conférence des présidents à 17h pour fixer le calendrier de travail. C'est dire donc avec Sud Quotidien si l'Assemblée nationale est entrée en action. Sauf que cette célérité est tout ce qu'il y a de suspect. Et pour cause, avant la justice, le régime a toujours juré d'avoir la peau de ses opposants. Cela ressemble à s'y méprendre à de la vengeance pure des politiciens qui utilisent la justice sénégalaise pour liquider des opposants politiques. Et justement, pendant qu'on y est, Birahim Seck du Forum civil interpelle le parquet financier. Le journal Tribune le reprend en première page. Où en est-on avec le dossier des 1000 milliards de francs CFA retrouvés dans le compte d'un dignitaire de l'ancien régime? Une information, souvenez-vous, donnée au cours des dernières législatives par Ousmane Sonko. Où est-ce qu'on en est? Quelles sont les autres affaires en instance? Pourquoi n'avez-vous pas communiqué sur les autres dossiers? Votre démarche doit être plus rigoureuse, dit encore Birahim Seck. Point actu relève en tout cas que pour les autres dossiers, il faudra vraisemblablement attendre, car après Farba Ngom, la justice va foncer droit sur Abdoulaye Seydou Sow et Tahirou Sarr, tous des dignitaires de l'ancien régime. Abdoulaye Seydou Sow est sous la menace d'une mise en accusation à cause, dit-on, de la gestion du ministère de l'Urbanisme, cité dans la rétrocession de la maison du président de l'Assemblée, Tahirou Sarr, dans l'œil du cyclone. Ousmane Sonko lui-même s'était penché par ailleurs sur le rapport de la Cour des comptes. Lorsque vous verrez, dit-on, ce que j'ai vu, vous tomberez des nues, a-t-il encore lancé de la Mauritanie où il se trouve pour une visite de quelques jours. Le journal Source A note que Sonko souffle sur des braises. Sonko pointe l'ampleur des dégâts, relève l'info. Le journal Le Quotidien en profite pour dire que finalement Sonko est au four et au moulin et c'est mieux finalement de supprimer la présidence pour laisser Ousmane Sonko dérouler seul. Le confrère écrit: on a connu au Sénégal des époques où les présidents avaient décidé de se passer de Premier ministre, estimant que ces derniers retarder le travail gouvernemental. Après une période plus ou moins longue, aussi bien Senghor que Diouf ou Macky ont dû revenir sur leurs décisions, mais aucun d'eux n'a jamais vraiment expliqué leur décision ou leur revirement. Ce qui nous pousse à reprendre l'expérience à rebours, vu qu'actuellement dans le pays, toute la charge de l'impulsion de la politique de la nation et de la gestion des affaires du pays revient au Premier ministre. Pourquoi ne pas supprimer tout simplement le poste de président, s'interroge le commentateur. Oui, on gagnerait plus de temps et tout le monde serait content, formule la publication. Bonne nuit à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Bienvenue dans notre rubrique Point de vue à 12h34 minutes. Nous revenons sur l'annulation des attributions et lotissements fonciers envisagés par le Premier ministre Ousmane Sonko à travers le ministère des Finances et du Budget. Nous allons notamment discuter des conséquences économiques et sociales de la mesure. Et pour ce faire, nous sommes en ligne et en direct avec M. Omar Ndir, président du syndicat professionnel des entrepreneurs des BTP du Sénégal. Omar Ndir, bonjour. Monsieur Nian, bonjour. Alors, la question est directe. Quelles peuvent être les conséquences, encore une fois directes, de cette mesure sur le secteur quand on sait que l'arrêt ou la suspension des chantiers il y a quelques mois avait été décrié par les membres de votre syndicat, même si ces mesures avaient été par la suite partiellement levées? Merci, Monsieur Nian. Effectivement, c'est une mesure qui nous a agréablement surpris.
Nous attendions cela avec impatience. Nous avons reçu l'information sans avoir quand même pour l'instant la certitude qu'elle est confirmée à 100%. Il semble que oui. Si cette information est avérée, si cette information est juste, tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est nous réjouir que les plus hautes autorités ont compris que le secteur du BTP et de manière générale le secteur immobilier ne doit pas souffrir de la sorte, ne doit pas faire l'objet de mesures d'arrêt brutales sans mesures d'accompagnement. Et nous pouvons donc saluer que cette mesure, quelle que soit sa justification, ait été levée, si cela évidemment est arrivé encore une fois. Là, vous parlez de la levée, de la suspension et de l'arrêt des chantiers intervenus théoriquement il y a quelques semaines, mais là on parle également de l'annulation des attributions et des lotissements sur plusieurs sites, dont Éogène, dont BOA, le hangar des pèlerins et l'extension de la ville de Thiès. Alors, il y a certainement des mesures qui sont prises et qui sont de portée générale. Lorsque ces mesures sont prises pour des raisons liées à l'environnement, à la préservation du littoral ou pour des contraintes d'urbanisme, si ce sont des mesures de portée générale, évidemment, nous nous rangeons à la sagesse de l'État. Je pense que s'il s'agit également de préserver l'intérêt de la collectivité, la préservation du foncier pour le bien de tous les Sénégalais, évidemment, nous ne pouvons que saluer, que des mesures soient prises allant dans ce sens-là. Toutefois, quelle que soit la mesure, je pense que des mesures d'accompagnement et de soutien aux entreprises impactées qui ont bien malheureusement, par exemple, en ce qui concerne le BTP, lorsque vous êtes attributaire d'un marché, quelle que soit la justification, le bien fondé de l'attribution du terrain, quel que soit le litige, il y a quand même une perte, un manque à gagner, et il y a également des pertes d'emploi. Donc il faudrait que l'État accompagne financièrement ces pertes de chiffre d'affaires et ces pertes d'emploi. Alors, est-ce qu'il y a quand même une ou des opportunités à saisir à la suite de mesures telles que l'annulation de lotissement ou d'attribution foncière par l'État du Sénégal, dans le sens où les victimes, entre guillemets, ou en tout cas les personnes affectées, peuvent obtenir non seulement des indemnités ou des indemnisations, et des compensations, ce qui vous offre des opportunités justement de travail, mais sur d'autres sites au Sénégal? Alors, évidemment, il y a forcément un examen dossier après dossier. Cet examen permet à l'État de justifier l'origine et de retracer l'historique de la transaction. Quand nous nous émouvons évidemment des transactions qui ont été faites de bonne foi par des opérateurs économiques de bonne foi qui ont, pour les uns, pensé acquérir un bien frappé d'aucune interdiction ou ne venant en porte-à-faux avec aucune loi. Alors, pour ces personnes de bonne foi, je pense qu'effectivement, des mesures d'accompagnement sont indispensables, M. Niang. Qu'il s'agisse du promoteur qui a acheté un terrain pour y construire, édifier un programme immobilier, ou de l'entreprise de construction qui a employé du monde, mis en œuvre des moyens logistiques et financiers pour le construire, il va sans dire que nous attendons de l'État un soutien, un accompagnement effectif permettant d'atteindre ces mesures d'arrêt qui sont peut-être salutaires, et cela nous le reconnaissons. Mais il faut quand même des mesures d'accompagnement économique et financier. Alors, on reviendra à vous dans un instant. Nous avons été rejoints par M. Libas Diagne, coordonnateur du regroupement des collectifs de la cité Chérif Abdoulaye Thiam, Abdoulaye Thiam Laye de Malika. Abdoulaye Thiam Laye de Malika. Et M. Diagne, bonjour.
Oui, bonjour. Alors, vous, éventuellement, hein, je parle sous votre contrôle, donc vous me confirmerez ou pas, vous pouvez représenter, disons, les personnes affectées par les mesures de suspension de lotissement et d'attribution. Et votre commune a été citée parmi les zones où la mesure frappe les projets qui sont entre la mer et la VDN, que ce soit à Tuaounpeulh ou à Malika. Est-ce que vous avez une idée de l'impact que cela a sur votre communauté? Combien de personnes sont affectées? Et quelle est plus globalement votre réaction à cette annonce de l'annulation prochaine ou imminente des attributions et des lotissements dans cette zone? Oui, c'est-à-dire, je vous remercie d'abord pour cette invitation qui vient à son heure. Donc, en réalité, il y a deux catégories de victimes. Donc, cette mesure concerne une annulation, mais aussi un rétablissement d'une injustice sociale qui a été décriée un peu tout. Donc, l'annulation ne nous concerne pas en réalité. Au contraire, cette décision... Vous êtes bénéficiaire. Oui, nous sommes bénéficiaires parce que nous sommes un regroupement de plusieurs collectifs qui regroupent un ensemble de collectifs de la cité Chérif Abdoulaye Thiaoulaye, Malika VDN 3. Il y a le collectif Dialloba. Je suis le coordinateur de ce collectif. Il y a le collectif cité Chérif Abdoulaye Thiaoulaye proprement dit, Khisga, Mbataliendou, Maïmounaba et Mam Diaoudimé. Donc, il y a un autre coordinateur. Chaque collectif a un coordinateur. Nous avons un coordinateur général qui s'appelle Abdoulaye Sow. Donc, le nombre de collectifs réellement, c'est 5 collectifs. Donc, 5 collectifs constitués par des... Comment êtes-vous bénéficiaire de cette mesure? Dans quel sens? C'est-à-dire, nous, on avait sollicité la régularisation auprès de l'État. Depuis l'ancien régime. À chaque fois, donc après avoir d'abord bénéficié d'une instruction de régularisation de l'ancien régime, le président Macky Sall, après également avoir sollicité le déclassement de la zone que nous occupons, il n'y a pas eu réellement d'attribution au bénéfice des populations que nous sommes. Parce que nous sommes des attributaires de façon individuelle. C'est un ensemble de collectifs qui réunit des acquéreurs individuels et des propriétaires terriens. C'est-à-dire que c'est des gens qui habitent Malika, qui ont pratiquement vécu toute leur vie à Malika. Ils sont bénéficiaires également de champs qui sont en partie en train d'être cultivés au moment où je vous parle. Malheureusement, le PUD a été implanté dans la zone, impacté par ça a impacté ces collectifs et on avait sollicité une régularisation qui n'a pas été faite en réalité par l'ancien régime. On avait demandé à ce que ça soit annulé ou révisé. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. D'accord, très bien. Je reviens à M. Oumar Ndir, qui est donc le président du syndicat des professionnels des BTP. Alors, toutes ces interdictions, ces suspensions de lotissement et d'attribution sont un manque à gagner pour les entreprises de BTP. Est-ce que vous avez évalué déjà les pertes subies par votre secteur avec les mesures précédentes et est-ce que vous anticipez des pertes supplémentaires ou c'est un impact marginal sur vos entreprises qui ne sont pas directement touchées, en tout cas pas dans leur majorité, par des questions d'attribution et de lotissement? Vous êtes plutôt dans la construction, si j'ai bien compris. Alors oui, les chantiers du BTP qui ont été affectés sont essentiellement des chantiers de construction, qu'il s'agisse de cités ou d'immeubles. On évalue le montant des pertes à plusieurs dizaines de milliards, des pertes sèches pour les entreprises de BTP. En ce qui concerne les emplois, et c'est ça qui nous préoccupe tout autant que le chiffre d'affaires, aujourd'hui l'impact social est très fort. Je pense qu'il doit y avoir entre 10 000 et 20 000 personnes qui ont été mises à l'arrêt. Cela se mesure aussi au nombre de CV, de demandes d'emploi que nous recevons quotidiennement de gens qui ont été impactés, qu'il s'agisse de ferrailleurs, de laborantins,
de techniciens en génie civil ou autre, il y a quand même un impact immédiat et mesurable. Dommage que nous n'ayons pas les derniers chiffres, mais je pense qu'on peut considérer que c'est vraiment un impact avéré et réel sur l'économie sénégalaise. Alors, vous pouvez nous parler peut-être d'expériences vécues par vos membres ou par vous-même en tant qu'entrepreneur des BTP. Quand une attribution ou un lotissement est annulé, alors que des constructions sont en cours, ont été démarrées, qu'est-ce qui se passe? Quelle est votre expérience de ces situations-là, s'il y en a, le cas échéant? L'expérience est diverse et variée. Elle dépend de l'ampleur des engagements pris et de la sensibilité du projet. Il y a évidemment des échanges de correspondance entre le client et l'entrepreneur. Lorsque, bien malheureusement, le fait est avéré, constaté, et que l'entrepreneur lui est notifié un arrêt de son chantier, la première mesure qui est prise est une mesure d'abord de décompte. On calcule quelles sont les sommes dues. Et il y a également des mesures sociales à prendre immédiatement. Il faut constater la mise en arrêt d'activité des employés concernés et leur notifier leur chômage, leur mise en chômage technique si on n'a pas de possibilité de le redéployer. Et c'est ce qui s'est passé dans la plupart des chantiers. Donc des mesures de mise en chômage technique. Et lorsque celle-ci se prolonge, malheureusement, la loi ne nous permet pas de faire une mise en chômage de longue durée. Nous sommes obligés de licencier les personnes dont nous ne pouvons pas obtenir un redéploiement sur d'autres sites. Pour motifs techniques. Merci beaucoup, Omar Ndir, pour tous ces éclairages. Vous êtes le président du syndicat professionnel des entrepreneurs des BTP du Sénégal. Je termine avec vous, M. Libas Diagne. Malika, Tivaouane Peulh, Guédiawaye en général et toute la zone sont très problématiques en matière foncière. Quelles sont vos préconisations pour régler définitivement le problème, que ce soit sur le littoral, puisque c'est l'une des raisons pour lesquelles ces mesures de suspension ont été prises, et hors du littoral également? C'est-à-dire, en réalité, les recommandations par rapport à ce phénomène, parce que en réalité c'est un phénomène qui gangrène l'ensemble du territoire national. On avait, par rapport à notre cas spécifique, on avait proposé à ce qu'il y ait d'abord un arrêt pour vérifier réellement qui a occupé quel site et dans quelles conditions. Quels sont les documents détenus par chaque revendicateur, chaque personne ou bien toute personne morale ou physique qui revendique ne serait-ce qu'un seul terrain, 150 mètres carrés. C'était la première chose. Maintenant, la deuxième chose, après avoir maintenant identifié les occupants réels, il fallait faire un arbitrage. On avait sollicité un arbitrage. Et que à cet arbitrage, il fallait voir qui a été le premier occupant, l'âge de chaque document détenu par chaque partie. Ensuite, après cela, on avait demandé à ce que vraiment, au niveau de cet arbitrage pour le cas du PUD, on avait demandé à ce que ça soit révisé. Parce qu'en réalité, si on fait des attributions, alors qu'en amont, il n'y a pas eu d'enquête commodo in commodo pour vérifier réellement qui occupe les sites, quelles sont les personnes qui sont en train de faire qui exploitent les terres. En réalité, vous risquez de prendre une décision erronée. J'ai été une fois invité au niveau de RFM Matin, au moment où on détenait une instruction présidentielle pour la régularisation, et au même moment, on avait aussi sollicité le déclassement du site en tant que collectif, en tant qu'occupant, en tant qu'attributaire des propriétaires terriens. Et à côté, il y a l'administration qui s'était très bien organisée et une partie même de la justice
en collaboration avec ceux qui sont en train de vouloir former des collectifs au nom d'entreprises de BTP ou je ne sais pas bon, qui revendent, ces mêmes personnes revendiquaient les mêmes terres occupées par des populations autochtones. N'est-ce pas? On vous a bien compris. Merci beaucoup. On vous retrouvera, Libas Diagne, avec M. Omar Ndir dans la version Wolof de ce mini-débat pour plus de développement. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du regroupement des collectifs de la cité Chérif Abdoulaye Thiam Laye de Malika. À 12h50, c'est la fin de ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à le préparer et à vous le présenter. El Hadj Ndiogou Diène à la rédaction en chef, chef d'édition Awambaï, à la mise en onde Abdoulaye Diop, à la production Alioune Ba. À 13h, vous avez rendez-vous avec El Hadj Ndiogou Diène pour le grand journal en Wolof. Excellente suite des programmes sur la RFM. Au revoir. RFM Radio Futur Média 94 FM Dakar. Voyagez avec Emirates et découvrez un nouveau niveau de confort en classe affaires vers Dubaï et au-delà. Allongez-vous et détendez-vous dans des sièges se transformant en véritables lits. Savourez des plats raffinés du monde entier. Divertissez-vous avec près de 6500 chaînes de divertissement. Et profitez du service inégalé d'Emirates. Au départ de Dubaï, dégustez des cocktails sans alcool dans notre salon à bord de l'A380. Votre voyage commence dès l'embarquement en classe affaires. Réservez dès maintenant sur emirates.com. Voyagez avec Emirates, voyagez mieux. Electronic Corp, c'est plus de 30 ans d'expérience au service de l'électronique et de l'électroménager. Découvrez nos showrooms Sacré-Cœur, Point-E, Lamine-Gueye, Ponty, Ngor et Mbourg. Des espaces modernes et élégants où les plus grandes marques se réunissent sous un seul toit. Sony, Beko, Yamaha, Enduro, Black & Decker, Canon vous offrent un large choix de produits innovants pour répondre à tous vos besoins. Jusqu'au 31 janvier 2025, vivez une fin d'année en toute beauté avec des remises exceptionnelles sur l'ensemble de nos produits. Les showrooms Electronic Corp sont ouverts du lundi au samedi de 9h à 20h. Téléphone 70 480 53 48 33 867 79 99. Electronic Corp, partenaire des grandes marques. Nit ku nekk bu sañoon am dëkkuwaay bu taaru